Alors, salam alaikum. Je suis heureux aujourd'hui d'être parmi vous encore une fois pour présenter pendant ces jours de formation médicale continue le lien entre l'hypoglycémie et le risque cardiovasculaire chez le diabétique. Alors, comme vous le voyez tous, encore l'image est partie. Comme vous le savez tous, il y a la Fédération internationale de diabète qui, chaque 3 ans, lance une alerte mondiale. La dernière, c'est celle de cette année, 2025. Cette alerte mondiale, c'est sur le diabète. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en 2025, on a actuellement plus de 1 demi-milliard de diabétiques dans le monde, avec une augmentation prévue de 45% pour arriver à 800 et quelques millions de diabétiques vers l'horizon 2050. La région MENA à laquelle l'Algérie appartient, il y aura hélas une augmentation de 92% d'ici 2050. Pour l'Algérie, on est sur le podium, on aime toujours être sur le podium, mais hélas pas sur ce genre de podium. On est parmi ceux qui ont la plus grande prévalence. Et pour avoir les chiffres exacts, il y a en 2024 4 700 000 diabétiques pour 17,5% de prévalence, pour un malade sur 3 qui n'est pas diagnostiqué, 31%, et pour 1 500 000 de diabète type 1. Pour hélas aussi arriver en 2050, les chiffres calculés, on va arriver à bien plus, à 8 millions de diabétiques. Pour l'Algérie qui a actuellement presque 45 millions d'habitants, c'est énorme. Alors, je vais parler de quoi? Je vais parler d'hypoglycémie. Vous connaissez les funambules qui marchent sur une ligne. La gestion du diabète est un funambulisme au quotidien. C'est un équilibre entre hypo et hyper. Si le corps humain dépense autant d'énergie pour maintenir le niveau de glucose dans le sang, dans une fourchette aussi stricte, c'est parce qu'autrement, il serait nocif. Donc, il essaie de ne pas trop varier le glucose dans le sang. L'hypoglycémie, c'est quoi? On estime qu'une personne atteinte de diabète type 2 subit 2,5 événements hypoglycémiques sévères et 19,3 événements hypoglycémiques non sévères par an. Il faut savoir que cette hypoglycémie a un retentissement sur les 24 heures et sur tous les aspects de la vie en général, que ce soit la santé. Il faut savoir qu'un diabète type 2 a 2,7 fois plus de risque de décès par maladie cardiovasculaire. La vie de famille, les loisirs sont mis à mal. 64% des membres de la famille sont anxieux ou inquiets à propos des risques d'hypoglycémie pour le proche. Donc, c'est difficile à organiser les déplacements, les voyages, etc. Pour l'apprentissage et la productivité au travail, les diabétiques prennent 8,6 jours de congé à cause des hypoglycémies sévères. Et enfin, pour la qualité des sommeils, le fonctionnement le lendemain, 70% des personnes qui se sentent fatiguées le lendemain d'une hypoglycémie nocturne, c'est dire le retentissement de l'hypoglycémie. Il faut savoir aussi que les événements hypoglycémiques sont associés à un risque accru d'événements cardiovasculaires. Parmi les personnes atteintes de diabète type 2 qui subissent ces épisodes d'hypoglycémie, il y a plus de 50% de risque d'événements cardiovasculaires chez ceux qui n'avaient aucun événement cardiovasculaire et ça augmente à 70% chez ceux qui en avaient un par rapport aux personnes n'ayant subi aucun événement hypoglycémique. Autre chose, le risque d'hypoglycémie sévère augmente avec la variabilité de la glycémie chez le DT1. Dans cette étude qui a été publiée en diabétologie en 2007, on a comparé les hypoglycémies dans le traitement intensif de basal-bolus versus conventionnel. Et on a vu que plus il y avait de variabilité, ce qui était le cas de l'intensif, parce qu'on essayait de réduire au maximum la glycémie, de ce fait on avait un risque plus élevé de faire des hypos et de variations au cours de la journée, plus on avait une augmentation de la variabilité, plus on avait une augmentation des hypoglycémies. Donc une augmentation de 1 millimol de cette variabilité quotidienne de la glycémie entraîne une augmentation de risque de 1,07 fois. La conclusion générale était que le taux d'HbA1c, la glycémie mesurée par l'autosurveillance et l'écart type journalier, étaient tous deux des facteurs prédictifs indépendants des hypoglycémies sévères. Une autre étude qui a été publiée en 2017 en diabétologie dit la même chose. L'augmentation de la variabilité glycémique à jeun accroît le risque d'hypoglycémie chez les personnes atteintes de diabète type 1. Pourquoi ils ont choisi les diabétiques type 1? Parce que c'est des diabétiques sous insuline. Donc, et de diabète type 2 aussi. Alors, ils ont vu que ce soit l'hypoglycémie toute la journée, nocturne ou sévère. Même chose pour la variabilité. La journée nocturne ou sévère, plus cette variabilité augmentait, plus on avait des hypoglycémies qui augmentaient. Il y avait un lien,
une corrélation positive. Mais je vous dis variabilité, variabilité, variabilité. C'est quoi cette variabilité? Ben, la variabilité glycémique, c'est simple. Ça fait référence aux oscillations des taux de glucose dans le sang ou d'autres paramètres liés à l'homéostasie du glucose. Alors ça, c'est une personne qui a plusieurs cycles glycémiques sur plusieurs jours successifs, mais on voit bien que d'un jour à un autre, il y a des jours où il y a des pics, il y a des jours où il y a des hypos, il y a des jours où c'est plus ou moins stable. Ce n'est pas très correct. Il existe deux types de variabilité. Il y a la variabilité à long terme, que vous tous ici, vous mesurez grâce à l'HbA1c, à la glycémie à jeun, à la glycémie postprandiale, on le fait tous. Celle qui est moins prise en compte, c'est celle qui est à court terme. Je me rappelle, à une époque, on venait dans le service, on nous parlait de variabilité en tant que résident. Ça nous paraissait quelque chose d'abstrait. Actuellement, c'est plus réel. On a la variabilité intra- et interjournalière. Voici deux patients qui ont une HbA1c concordante à 7,5%. Ben, celui qui est en orange, il est très stable. Celui qui est en vert, il a beaucoup de pics et des hypoglycémies, alors qu'ils ont la même HbA1c. Quand vous allez voir dans le cabinet avec 7,5%, que ce soit le premier ou le deuxième, vous allez dire il est presque aux objectifs. Je ne vais pas trop pousser la chose, mais en réalité, l'HbA1c seul ne suffit plus. Ça, c'est une étude qui a été publiée dans l'ATTD en 2017. C'est quoi l'étude? La glycémie mesurée a été comparée à l'HbA1c chez 387 participants. Grosso modo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Trois groupes. Le groupe qui a un HbA1c 7%, le groupe qui a un 8% ou le groupe qui a un 9%. Ils ont classé les gens selon l'HbA1c. Ben, ils ont pris les gens de chaque groupe, déroulent la glycémie moyenne avec un CGM. Mindelo la glycémie moyenne, ils se sont rendus compte que ceux qui étaient dans le 7% avaient des glycémies moyennes qu'on peut retrouver le 8%. Et ceux qui étaient fait le 8% avaient des glycémies moyennes qu'on pouvait retrouver le 9%. Donc l'HbA1c en soi n'était pas un paramètre très très pertinent entre tous. Ils ont conclu à ce que l'utilisation de l'HbA1c pour estimer le contrôle de la glycémie revient à appliquer une moyenne de population à un individu, ce qui peut être trompeur. Ces conclusions sont en accord avec le consensus du groupe d'experts lors du congrès de diabète et de technologie, la TTD, qui a conclu que l'HbA1c présentait un certain nombre de limites. Il recommande toujours l'utilisation du CGM, le monitoring continu du glucose, en plus de l'HbA1c pour améliorer la prise en charge de l'HbA1c. Vous allez me dire comment la mesurer. Je vous ai dit déjà qu'il y a la variabilité à long terme, il y a aussi la variabilité à court terme. Il y a beaucoup de paramètres. On ne va pas pouvoir tous les utiliser. Ben, tout simplement, les plus importants sont la déviation standard, la glycémie autour de la moyenne, le coefficient de variation et le timing range, mais on n'aura pas le temps d'aborder le timing range aujourd'hui. On va plutôt aborder les deux autres. La déviation standard, c'est quoi? C'est la variation de la glycémie autour de la moyenne. Vous voyez cette flèche? Il y a le trait du milieu, il y a une flèche. Ça, c'est la moyenne des oscillations. Plus les oscillations sont importantes, plus la moyenne va être élevée. Okay? La déviation standard intègre l'ensemble des fluctuations glycémiques, qu'elles soient minimes ou majeures. La fréquence des hypoglycémies est nettement supérieure, quel que soit le niveau de la glycémie, chez ceux qui ont une DS forte. Un exemple encore, deux patients, un homme HbA1c presque la même chose, 7,1, 7,3, une glycémie moyenne presque identique, 1,43, 1,49. Là où il y a différence, la déviation standard autour de la moyenne, regardez, ce monsieur ne fluctue pas, ou cette dame ne fluctue pas beaucoup, il a une faible déviation standard et il ne fait presque pas d'hypo ou d'hyper, alors que ce monsieur fluctue, ou cette dame, énormément, il a une déviation standard élevée. Mais ce n'est pas le vrai paramètre qu'on va suivre, parce que la plupart des CGM, qui se démocratisent de plus en plus, donnent maintenant le coefficient de variation. C'est un paramètre qui a été validé par un consensus international, qui est l'International Consensus on Use of Continuous Glucose Monitoring. Il faut savoir que le risque d'hypoglycémie augmente avec ce coefficient de variation, et il est fixé à 36%. Il faut savoir que toutes les associations internationales, les sociétés savantes, disent que maintenant, une étude, pour qu'elle soit valide, il faut utiliser le CGM à partir de 2019-2020. Donc, automatiquement, une étude qui a le CGM a plus de poids. Et donc, le CGM va nous donner le coefficient de variation. Il est calculé à partir de la variation du DS fois la glycémie moyenne divisé sur 100. Vous n'allez pas faire le calcul, c'est le CGM qui va le faire. Et il va vous donner, pour nous deux malades,
J'ai fait pour une fois moi-même le calcul. Le coefficient de variation du premier, il est à 30%, ce qui prouve que c'est un diabète stable. Et le deuxième, il est à 63%, ce qui prouve que c'est un diabète instable. C'est-à-dire en quoi ça va vous aider quand vous aurez des HbA1c et un cycle glycémique qui est pas normal, et vous vous doutez de la chose, un CGM peut dire effectivement il a une bonne HbA1c, mais son problème c'est sa variation de glycémie. Il fait tellement de pics et d'hypo que l'HbA1c n'intègre pas ça dans le bilan. D'accord? C'est l'intérêt du coefficient de variation, et plus il augmente, plus vous aurez d'hypoglycémie. La relation entre la variabilité glycémique et l'hypoglycémie est établie. On a plusieurs articles, il y en a ici 5. Je ne vais pas tous vous le dire ce qu'ils disent. La vraie conclusion de tous ces articles, c'est que le coefficient de variation, plus il va augmenter dans le temps, plus il va prévoir l'apparition d'hypoglycémie. Donc, si vous avez un coefficient de variation qui va commencer à augmenter à 36%, vous dites à votre malade, est-ce que tu fais des hypos? Si c'est très élevé, il vous dit non, c'est que soit il y a un problème CGM, soit le malade a peur d'avouer qu'il ne sait pas titrer ou qu'il fait trop d'hypoglycémie. Maintenant, l'hypoglycémie et le risque cardiovasculaire. Il faut savoir que l'hypoglycémie est pro-inflammatoire, elle augmente l'interleukine 6, le plasminogène. On a beaucoup parlé aujourd'hui de dysfonction endothéliale, elle diminue la vasodilatation et le nitrite d'oxyde. Elle est prothrombotique, elle va augmenter l'activation des plaquettes, le facteur 7 et le système fibrinolectique. Et enfin, elle va augmenter le système sympatho-adrénergique en entraînant une augmentation de l'adrénaline, de l'épinéphrine, une augmentation de l'activité myocardique, une augmentation de la consommation d'oxygène, voire une arythmie cardiaque. Donc l'hypoglycémie n'est pas quelque chose à prendre à la légère. L'hypoglycémie est sévère et associée avec les MACE et la mortalité toute cause confondue dans plusieurs études, que ce soit Advance, que ce soit Origin, que ce soit Examine ou Leader. À chaque fois qu'on recherche l'hypoglycémie, on va voir que c'est en faveur des MACE et il n'y a pas photo. Quand on a une hypoglycémie, c'est un facteur en plus qui va être à l'origine du MACE qui y sont les événements cardiovasculaires majeurs. On a les 3 MACE ou les 4 MACE selon ce qui est proposé dans l'étude. Une autre étude qui est l'analyse de groupes préspécifiés de l'essai des votes. On a remarqué une augmentation de la variabilité de la glycémie, que l'augmentation de la variabilité de la glycémie à jeun accroît significativement le risque d'hypoglycémie de MACE et de mortalité toutes causes confondues. On voit bien ici que quand la variabilité va augmenter, que les hypoglycémies sévères vont faire de même, que les MACE vont faire de même et que la mortalité toutes causes vont faire de même. Tout est lié et donc qui dit variabilité dit hypoglycémie. Donc, est-ce qu'on a les outils pour réduire cette variabilité? On va introduire Tresiba, qui est une innovation aussi bien structurelle que moléculaire. C'est quoi? C'est une séquence d'acides aminés qui est identique à celle de l'insuline humaine, à l'exception de la suppression de la thyréonine en position B30. En position B9, un espaceur d'acide glutamique est attaché qui fait le pont avec un diacide de 16 atomes de carbone, ce qui permet la formation de multi-hexamères. Alors, on a 3 insulines ici. On a la glargine U100 qui est, on va dire, l'ancêtre. Qui a été efficace depuis toujours. On a eu la glargine U300 qui est une formule ultra concentrée de la U100, ce qui permet une demi-vie de 19 heures. Et on a l'insuline Degludec qui est une insuline basale à ultra longue durée d'action, formation de multi-hexamères, une demi-vie de 25 heures. Alors les études sur la variabilité. On a l'étude de ACE. La variabilité glycémique intrajournalière au cours de la même journée est plus stable avec Tresiba qu'avec la glargine U100 et la glargine U300. Alors ça, c'est VS la glargine U100 ici. L'effet hypoglycémique total était plus uniformement réparti sur les 24 heures avec la Tresiba qu'avec la glargine U100. Pour la U300, alors on voit aussi que la même chose, la Tresiba présentait une variabilité intrajournalière de l'effet hypoglycémiant moindre environ de 40%. Alors il faut savoir que la dose ici, sous glargine 100, la dose était fixe à 0,4 unités kilo. Quand on va par rapport à la glargine U300 et la glargine U100, on voit que 4 fois moins de variabilité avec Tresiba vs glargine U100,
une moindre de variabilité avec Tresiba, VIH, Glargine U300 et 30% de puissance en moins avec Glargine U300 plus puissant VS Glargine U300. Ça, c'est l'étude AISE. Maintenant, pour être dans l'éthique scientifique, AISE, c'était l'étude du laboratoire Novo Nordisk. Il y a eu l'étude des laboratoires concurrents, Bailey par exemple, pour la U300, qui était aussi une étude en double aveugle, qui a inclus, elle, 24 patients, qui a, elle, évalué la variabilité intrajournalière basée sur les données d'un clan euglycémique de 24 heures et les doses étaient de 0,4 ou même de 0,6. C'était l'IDEC VS U300. Ils avaient conclu que la glargine offre une variabilité intrajournalière de plus faible et des profils pharmacocinétiques plus uniformément répartis. Donc, c'était en faveur de la U300. Il y a l'étude Lucidi qui est indépendante, qui dit qu'il y avait 22 patients, c'était la variabilité intrajournalière, mais elle dit que les doses de glargine 300 sont plus élevées que celles de l'IDEC 100, associées à une distribution pharmacodynamique similaire, même sur les 24 heures, et un contrôle glycémique similaire. Donc, pour les autres études, vous disent pour l'une U300, c'est pareil, pour l'autre, c'est pareil, mais il y a un mieux en nombre de doses en faveur de la Tresiba. Maintenant, le programme de développement de Tresiba est passé par plusieurs études, Began, Switch, DEVOT. La plupart de ces études ont montré une HbA1c aussi équivalente que la glargine U100, une meilleure glycémie à jeun et bien sûr moins d'hypoglycémie. C'est ce qui est recherché. Donc elle est moins variable, moins d'hypoglycémie que demande le peuple. L'étude confirme. L'étude confirme est une étude de real world, de vraie vie. Ils ont pris des dossiers électroniques. Ces dossiers électroniques étaient de patients qui étaient naïfs à l'insuline, au moins depuis 12 mois. Ils avaient inclus 30 000 patients. Sur les 30 000 patients, pour arriver à trouver les facteurs d'inclusion, ils ont recruté 4 000. Ils ont mis 2028 sous Degludec, 2028 sur Glargine U300, et l'objectif était de voir la variation d'HbA1c entre les dates d'initiation et le suivi à 180 jours, bien sûr évaluer les épisodes d'hypoglycémie. Il n'y a pas photo, changement du taux d'HbA1c sur 6 mois en faveur du Tresiba permet une réduction plus importante de l'HbA1c, yes, Glargine. L'étude démontre une réduction de 30% du taux d'hypoglycémie avec Tresiba vs Glargine U300, ce qui a confirmé l'étude AISE, d'où le nom, je me suis dit. L'étude a démontré une proportion de patients ayant connu plus d'un épisode d'hypoglycémie significativement plus faible avec Tresiba vs Glargine U300. Toujours pour être dans l'éthique scientifique, j'ai lu l'article de Confirm. Confirm disent dans leur discussion on a deux études qui sont Bright et Deliver. Bright, c'est une RCT, c'est-à-dire c'est plus balèze, mais c'est un protocole très sérieux, ce n'est pas de la vraie vie. Ça donne les mêmes effets, voire avec moins d'hypo pour la U300. Deliver, c'est une vraie vie, mais ce n'est pas des sujets naïfs à l'insuline. Ce que je vous dirais, moi, faites l'essai avec l'une et l'autre et faites-vous votre propre expérience. La Tresiba est une excellente insuline, elle est très stable, elle fait baisser l'hypoglycémie, donc allez-y franco à mon avis. Alors l'étude maintenant du risque cardiovasculaire des votes. Alors c'est une étude de patients de diabète type 2 supérieur qui utilisait au moins un ADO avec un profil de risque cardiovasculaire. Degludec, on avait 3800 patients et pour Glargine U100, la même chose. C'était des patients vus chaque semaine pendant 2 semaines, chaque mois pendant 6 mois et chaque trimestre pendant le reste de l'étude. Alors, l'objectif principal, c'était le temps entre la randomisation et la première occurrence des événements cardiovasculaires à 3 points, décès d'origine cardiovasculaire, infarctus du myocarde non mortel ou AVC. Les secondaires étaient les épisodes d'hypoglycémie sévère, la proportion de patients présentant des épisodes
d'hypoglycémie sévère. Alors, elle a touché 5 continents, 20 pays, dont le nôtre, 438 sites, 7637 participants. Il n'y a pas photo. Des votes confirment la sécurité cardiovasculaire de Tresiba, une réduction de 40% des taux d'hypoglycémie sévère, de 50% des taux d'hypoglycémie sévère nocturne, a été démontré à des taux d'HbA1c comparables, VS Glargine U100, et Dieu sait qu'on a des malades fragiles sous hypoglycémie cardiovasculaire. Si on peut réduire l'hypoglycémie chez ces patients-là tout en ayant une bonne insuline, je pense qu'on devrait y aller. Donc, pour les modalités d'utilisation, la Tresiba est une initiation de préférence à 18 unités par jour, parce qu'il y a l'histoire du steady state. Alors, le switch, c'est à dose égale, sauf en cas de 2 insulines par jour, ou de Glargine U300, réduire la dose de 20%. Le switch d'une insuline basale à déglutec, je l'ai dit, c'est à 20%. L'objectif, c'est la titration une fois par semaine, basée sur les 2 dernières glycémies à jeun. Si le malade est à l'objectif, ben, on le laisse comme il est. Si au contraire, il est sous les objectifs, ben, on sait, la DAOSD recommande un objectif de 80 à 130 pour la plupart des patients diabétiques. Alors, le profil d'action de Tresiba offre un algorithme, profil d'action plat et stable, moindre variabilité glycémique, une moyenne de 2 tests d'autocontrôle, ajusté à la fois la dose une fois par semaine. Pour cet algorithme de titration, 2 bandelettes d'autosurveillance, ce qui est important pour le malade de ne pas trop se piquer, par semaine suffisent pour les patients diabétiques. Donc le résumé, selon les études présentées, l'utilisation de Tresiba présente plusieurs avantages significatifs. Donc confirmer des votes, moins de risque d'hypoglycémie. Dans l'étude ACE, moins de variabilité intra- et interjournalière, et dose réduite lors du passage de la U300 ou Tresiba, une réduction de 20% des doses est recommandée, permettant une gestion efficace des besoins insuliniques. La conclusion totale, l'association entre l'hypoglycémie et les événements cardiovasculaires est un facteur clé du développement des maladies cardiovasculaires. Le triangle du soin du diabète pour éviter cette complication, c'est une HbA1c dans l'objectif, ce qu'on connaissait tous, moins d'hypoglycémie, ce qu'on savait, et maintenant la réduction de la variabilité glycémique qui est un déterminant du risque d'hypoglycémie et des complications cardiovasculaires. Le coefficient de variation doit être à moins 30%, et quoi de mieux que Tresiba. Et je vous remercie. Merci, professeur Mered. Donc, depuis ce matin, on parlait de la science pour qu'un médecin puisse exercer,